Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est consacrée aux révisions un peu de la partie, on va dire, théorique de notre cours d'écriture. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai établi un petit plan de révision pour cette partie théorique qui nous conduira jusqu'à la pratique, c'est-à-dire à la réalisation des textes. Je vous propose un petit survol rapide de ces révisions par rapport à ce qui s'affiche à l'écran. Donc, dans un premier temps, et ça sera l'objet de la vidéo de ce jour, on va parler du matériau de l'harmonie. Donc, essentiellement, des gammes majeures et mineures, puisqu'il s'agit là du matériau de l'harmonie tonale, fonctionnelle, autrement dit celle qui nous intéresse. Et dans un second temps, donc, des accords qui sont issus de ces gammes. Donc ces gammes et les accords qui en sont issus constituent le matériau de l'harmonie tonale fonctionnelle. On pourrait dire que ce matériau se résume à ces gammes puisque les accords en sont issus. Ensuite, je ferai une prochaine vidéo sur les questions tonales qui sont très importantes puisque donc nous écrivons dans une esthétique bien particulière qui est celle de ce l'on peut appeler donc l'harmonie tonale fonctionnelle, que l'on définira dans cette deuxième vidéo. On abordera les points qui sont écrits là, c'est-à-dire la théorie de la tonalité, qu'est-ce que c'est que la tonalité. On révisera les notions qui permettent de trouver une tonalité en fonction d'une armure, et inversement, de trouver l'armure qui correspond à une tonalité donnée. On révisera les méthodes qui permettent de se situer tonalement d'un point de vue auditif. D'ailleurs, je rappelle que cette perception auditive est le seul moyen véritable et fiable de se situer tonalement, puisqu'il s'agit avant tout d'une sensation. Donc je reviendrai sur ces points. Et je parlerai un peu du rôle particulier des dominantes au sein du système tonal, puisque ce sont, comme nous l'avions vu, les seuls accords fléchés tonalement, c'est-à-dire qui impliquent précisément des tonalités, pour autant que ces accords contiennent au minimum la septième, voire la neuvième. Ensuite, dans une troisième vidéo, nous réviserons le fonctionnement de l'harmonie tonale fonctionnelle, le principe de la syntaxe harmonique. Donc les gammes engendrent des accords, et ces accords ne s'enchaînent pas n'importe comment. Il y a un principe organique qui est à l'origine de ces enchaînements d'accords. Nous le rappellerons après avoir rappelé ce que sont les fonctions harmoniques. Et puis nous rappellerons ce qui découle de ce principe organique de fonctionnement, c'est-à-dire la syntaxe proprement dite, autrement dit, de façon très pragmatique, la manière dont les accords peuvent et doivent en principe s'enchaîner au sein d'une syntaxe harmonique tonale fonctionnelle. Et après cela, je ferai une quatrième vidéo sur la méthodologie de l'harmonisation en général, donc à partir du choral luthérien, qui est toujours, pour les raisons qu'on avait exposées en cours, le laboratoire le plus pratique pour exposer donc cette méthodologie générale de l'harmonisation. Et puis donc il y aura des vidéos spécifiques ensuite pour chaque style traité, comme celle du choral qui est déjà en ligne pour le moment. Donc j'aborde maintenant le premier sujet, le matériau de l'harmonie. Alors le matériau de l'harmonie,
c'est donc les gammes majeures et les gammes mineures. Alors, je ne reviendrai pas sur la genèse de ces gammes, qui est passionnante, mais qui à elle seule justifierait une ou plusieurs vidéos. Je vous renvoie sur ce sujet aux ouvrages de Jacques Chaillet, notamment le traité historique d'analyse harmonique aux éditions Le Duc, et le traité de philologie musicale, enfin qui doit s'appeler Éléments de philologie musicale, toujours édité chez Le Duc. Voilà. Pour cette vidéo, on prendra les choses telles qu'elles se trouvent, on va dire, vers la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la période à laquelle l'harmonie tonale se met vraiment en place. Alors ce matériau, donc c'est celui des gammes majeures et mineures. Alors sur le principe, une gamme, bon vous savez que les gammes et les modes sont elles-mêmes issues d'une échelle. Hein, c'est ce que nous avions vu en cours. Pour ce qui est de la musique occidentale, une échelle heptatonique. Donc je vous renvoie à Jacques Chaillet pour la genèse de cette échelle. Cette échelle a donné naissance à des modes, et les modes se sont petit à petit simplifiés, rationalisés au travers de deux modes principaux qui ont deux affects extrêmement tranchés, c'est-à-dire le mode majeur avec son affect entre guillemets gai, qui est dû notamment à la présence de la tierce majeure et de la sixte majeure, et le mode mineur, qui a un affect entre guillemets triste, lié à la présence de la tierce mineure et de la sixte mineure. Alors, un petit mot sur ces gammes. On peut... Alors, déjà, oui, qu'est-ce qu'une gamme ou qu'est-ce qu'un mode ? Donc, c'est déjà une organisation d'une échelle, c'est-à-dire d'un paquet de sons autour d'une note polaire. Ça, c'est important. C'est commun aussi bien aux gammes, donc à l'environnement tonal, hein, puisqu'il faut associer la notion proprement dite de gamme à celle de tonalité, hein, d'un point de vue historique. La notion de mode, bien entendu, à la notion de modalité. Et s'agissant de la modalité comme de la tonalité, un des éléments fondateurs de l'un comme de l'autre, c'est le rôle d'une note polaire, hein, qu'on peut appeler la note finale dans le vocabulaire modal, ou bien la tonique dans le vocabulaire tonal. Donc nous avons des sons qui vont s'organiser par rapport à cette tonique. C'est un peu, pour prendre une image grossière, comme un système solaire qui s'organiserait par rapport à son soleil. Donc avec les planètes qui sont autour et qui établissent des relations par rapport à ce centre d'attraction. Il en va un peu de même pour la tonalité. Alors une gamme, ça prend l'apparence d'une suite de notes avec une organisation, une structure précise, hein, tout comme les modes avaient la leur également. Alors on peut analyser cette structure soit en mesurant l'écart qu'il y a entre chaque son qui constitue cette gamme, mais c'est une méthode qui n'est pas très intéressante. Elle n'est pas très intéressante parce qu'elle ne montre pas les points communs qu'il peut y avoir entre une gamme majeure et une gamme mineure. Tandis que la deuxième analyse qui est en bas, ou qu'on le retrouve dans les tableaux qui sont là, elle va nous montrer
davantage les points communs et les divergences. On peut tout de suite dire les points communs, ça sera les premiers, deuxième degré, quatrième, cinquième degré, alors que les degrés 3, 6 et 7 vont pouvoir changer selon qu'on sera dans le mode majeur ou dans le mode mineur. Autrement dit, qu'on utilisera la gamme majeure ou la gamme mineure. Donc l'analyse que je retiendrai, c'est celle-ci, de dire que la gamme majeure, c'est quoi? C'est à partir d'un son X, je prends un intervalle de seconde majeure à partir de ce son, puis une tierce majeure, toujours à partir de ce son, une quarte juste, une quinte juste, une sixte majeure et une septième majeure. Voilà la structure de la gamme majeure. Autrement dit, si on veut résumer d'une manière simple, dans la gamme majeure, tous les intervalles sont majeurs ou justes, c'est-à-dire ceux qui sont justes par définition, c'est-à-dire l'unisson, l'octave, seront justes, la quarte, la quinte seront justes. D'ailleurs, vous remarquez que c'est les éléments invariants précisément entre les deux gammes majeures et mineures, à l'exception de la seconde d'ailleurs. Et ce qui est caractéristique, donc, c'est que la tierce est majeure, ainsi que la sixte et la septième, donc seconde majeure, tierce majeure, sixte et septième. Donc tout est majeur ou juste pour les intervalles justes dans la gamme majeure. Donc sa structure est très simple. Elle est même tellement simple que j'ai pas tellement éprouvé le besoin de qualifier donc les intervalles qui sont là. Ils seront donc majeurs ou justes. Voilà, donc unisson juste, seconde majeure, tierce majeure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, septième majeure. Alors le cas de la gamme mineure est plus compliqué. Parce que la théorie nous dit qu'elle a trois formes. Alors là, je voudrais tout de suite vous inciter à adopter un point de vue très clair qui consiste à considérer que, que les trois formes de cette gamme, en quelque sorte, ne se valent pas. Ou plus exactement qu'il y ait une forme de référence, comme vous le voyez ici dans ce tableau, et que les autres formes de la gamme ne sont que des modifications de cette forme de référence. Des modifications pour des raisons qui sont souvent mélodiques et qui sont dues à la présence d'un intervalle bien particulier au sein de cette gamme. Attendez, je regarde juste. Oui, il n'y a pas la même description. Comme vous le savez, donc, dans cette gamme que l'on considérera de référence, à savoir la gamme qu'on appelle mineure harmonique, donc ce qui la caractérise, cette gamme, c'est sa tierce mineure et sa sixte mineure. D'ailleurs, c'est ça qu'il faudrait retenir quand on envisage la comparaison entre une gamme majeure et une gamme mineure, c'est tout simplement ces degrés 3 et 6 qui sont impactés, qui sont baissés dans le cas de la gamme mineure. Donc la tierce qui était majeure dans la gamme majeure devient mineure, la sixte qui était majeure dans la gamme majeure devient mineure. La septième, en principe, ne change pas, en tout cas dans cette forme-là que l'on considère comme la forme de référence. Voilà, donc retenons bien l'abaissement des degrés 3 et 6. Et c'est précisément cet abaissement qui va conférer à la gamme mineure son affect triste, a priori, en comparaison de la gamme majeure. Alors, cette structure est quand même un peu particulière parce que si on regarde de nouveau un peu les intervalles qu'on a entre chaque note, bon, je ne vais pas faire le détail de tous parce que c'est pas très pertinent, sauf ici entre le 6e et le 7e degré. Parce qu'on a entre ces deux notes un intervalle bien particulier de secondes augmentées, qui, aux oreilles occidentales,
sonne de manière assez dissonante, surtout du point de vue mélodique. Et surtout quand il est ascendant d'ailleurs. Si vous jouez cette gamme sur un clavier, vous constaterez effectivement cette relative dissonance. Je peux essayer de le faire ici. Voilà. Voilà, donc ici, entre la 6e et la 7e note, je joue ici la gamme de Do mineur, je la rejoue. Bon, on voit que le Mi bémol lui donne un affect plutôt triste, disons, le La bémol également. Mais ici, donc, on a le phénomène de la sensible, c'est-à-dire le 7e degré qui tend à rejoindre, à être très près du 1er degré. Mais le résultat de ça, c'est cet intervalle de seconde augmentée. Alors cet intervalle n'est pas prisé dans la musique occidentale, et donc, lorsqu'il se présente, notamment dans des situations mélodiques dans lesquelles il est très exposé, on va chercher à gommer cet intervalle. Et on va le gommer de différentes manières, selon que le mouvement est plutôt ascendant ou descendant, ce qui donne lieu à ces formes altérées donc de la gamme mineure, forme modifiée, altérée au sens de modifiée. Donc quand la gamme est ascendante, il y a une logique mélodique qui nous tire vers le haut. Et dans cette logique-là, effectivement, on va hausser le 6e degré de manière donc à le rapprocher du 7e degré. En fait, il y a une attraction vers la tonique là, qui est tellement forte donc que ça conduit à hausser le 6e degré. Le 3e degré reste mineur, ce qui fait que on reconnaît bien qu'on est sur une gamme mineure. Voilà, donc cette fois il y a bien la tierce mineure qui est caractéristique du mode mineur, mais le 6e degré, le La, qui est une sixte majeure. Tout ça pour tendre donc vers la tonique. Voilà. Et inversement, quand le mouvement est descendant, on aura tendance à avoir plutôt une 7e mineure. Donc en quelque sorte, le principe de sensible du 7e degré est anéanti au profit d'un mouvement qui est descendant cette fois-ci. Alors je joue la gamme mineure mélodique descendante. Voilà. On voit que cette fois-ci, l'attraction étant descendante, le 7e degré s'en trouve légitimement abaissé. Alors ceux qui ont suivi mes cours d'harmonie savent bien que les choses sont assez simples pour l'utilisation de ces gammes. Bon, c'est pas forcément l'objet là de cette vidéo, puisque là on est un peu d'un point de vue théorique, on travaille sur le matériau en tant que tel. Mais vous savez qu'en mineur, quant à savoir si on doit utiliser justement le 7e degré plutôt majeur ou plutôt mineur, la question est très simple, c'est-à-dire soit on se trouve sur une harmonie qui a fonction de 5e degré, donc soit un 5e degré proprement dit, ou son alias sans fondamental le 7e degré, et dans ce cas-là, la 7e note de la gamme sera haussée, on aura bien une 7e majeure dans cette gamme, avec le phénomène de sensible, puisqu'il n'est de sensible véritablement que ce 7e degré de la gamme lorsqu'il est attiré par la tonique, c'est-à-dire précisément lorsqu'il fait partie d'un accord de dominante. Inversement, quand cette note ne fera plus partie d'un accord de dominante, comme par exemple si c'est la 7e de l'accord du 1er degré, ou si c'est la quinte de l'accord du 3e degré, note non attractive dans ce cas-là, et dans le cas du 1er degré d'ailleurs, note
qui subit une attraction, mais au contraire baissière en tant que septième. Donc on voit bien que là, le rôle de sensible n'est absolument pas... n'a pas lieu d'être du tout. Et logiquement, donc, cette note, n'étant plus attirée par la tonique, elle sera baissée. Donc finalement, l'utilisation de cette gamme mélodique descendante est extrêmement claire. C'est à chaque fois qu'on touche à cette septième note de la gamme et que cette septième note n'est pas dans un accord qui a fonction de dominante. Voilà. Alors, pour ce qui est de la gamme mineure mélodique ascendante, on réserve les explications de son utilisation au texte. Mais enfin, comme son nom l'indique, elle sera utilisée en général dans les mouvements ascendants et particulièrement donc, quand les notes de la gamme 6 et 7 se succèdent dans cet ordre et que la partie en question est exposée mélodiquement, donc surtout au soprano ou à la basse. On haussera dans ce cas-là en général le sixième degré. Dans les parties intermédiaires, c'est moins nécessaire, voire même quelquefois carrément pas recommandé. Voilà. Alors, dans ces documents, j'ai écrit les principales gammes majeures. Je les ai classées dans l'ordre de l'apparition des dièses. Donc, l'ordre finalement dans lequel elles apparaissent dans le cycle des quintes. Donc s'agissant de la gamme majeure, les choses sont très simples puisque la gamme, on l'a vu, a une géométrie unique, qui n'est pas variable comme celle de la gamme mineure. Donc a priori, pour faire des accords dans la gamme majeure, je me contente d'empiler des tierces. Bon, on sait bien que cette histoire d'empilement de tierces n'est pas la définition de l'accord, en tout cas pas la manière historique dont les accords se sont constitués, mais enfin c'est un moyen très pratique de construire des accords dans une tonalité donnée, en respectant bien entendu l'armure. Par exemple ici, si je construis l'accord ici de ce cinquième degré de sol, il y aura bien un fa dièse dedans, comme l'armure me l'indique. Je rappelle que quand on construit des accords, on ne fait que prendre les notes qui nous sont données par la gamme. C'est pas nous finalement qui décidons de les construire selon telle ou telle structure, mais ils sont simplement une émanation des altérations constitutives qui sont dans notre gamme. Alors juste une remarque, ça vaudra surtout pour l'utilisation de l'accord de dominante, c'est que, en principe, quand on fait une neuvième, par exemple, sur une dominante, dans le mode majeur, la neuvième, par essence, est censée être majeure, puisque dans la gamme de Do majeur, j'ai bien un La majeur. Mais il ne faut pas être surpris de voir, souvent, même quand on est en majeur, l'emprunt de cette neuvième au mode mineur. Alors normalement, le La bémol appartiendrait de plein droit au mode mineur. Si on avait comme accord Sol, Si, Ré, Fa, La bémol, ça serait difficile de considérer a priori qu'il fait partie de Do majeur, puisque donc en Do majeur on est censé avoir des La bécard. Mais il arrive souvent qu'on emprunte la neuvième au mode mineur, parce qu'en fait elle est un peu... comment dire... un peu plus dissonante, mais dans un sens... enfin, historiquement, disons que cette sonorité est moins avancée, surtout quand on l'utilise en tant que septième degré, c'est-à-dire cinquième degré sans la fondamentale. Voilà, cette dissonance est plus acceptée que le La bécard, qui serait pourtant a priori plus stable, qui donnerait une consonance finalement plus stable, mais historiquement, malgré cette stabilité, considérée comme dissonante, et surtout avec un pouvoir tonal moindre. Parce que effectivement, la neuvième mineure
crée une attraction très forte sur la résolution, sur la quinte de l'accord de tonique. Bon. Alors, si jamais on recourt à cet accord, eh bien, on peut très bien le résoudre sur un premier degré majeur, hein, par finalement un phénomène de picardisation, comme je dis quelquefois, c'est-à-dire de tierce picarde. Hein. Vous savez que quand on a une tierce picarde, ça ne veut pas dire forcément qu'on change de ton, ça correspond à une majorisation ponctuelle de l'accord. Bon là, il s'agit d'un phénomène inversé, puisqu'en fait, donc, c'est cette neuvième qui est empruntée au mode mineur. Voilà. Enfin, ce long discours pour dire simplement que on construit en majeur les accords en principe avec les notes de la gamme, mais si on utilise la neuvième dans une dominante, hein, spécifiquement dans une dominante, parce que si on utilise une neuvième d'un autre degré, le problème ne se pose pas du tout, mais sur la dominante, il ne faut pas être surpris, même en majeur, d'avoir une neuvième qui serait mineure, donc empruntée au ton homonyme mineur. Alors maintenant, au sujet de la gamme mineure. Donc je rappelle, hein, toujours bien tenir compte de l'armure pour construire les accords. Ça veut dire des altérations constitutives. Enfin, mais vous savez qu'en mineur, d'ailleurs, les altérations constitutives sont celles qui sont à l'armure, mais également ces altérations particulières qu'on trouve sur les accords qui ont fonction de dominante. Donc c'est un cas particulier où les altérations constitutives ne sont pas seulement celles qui sont données par l'armure. Alors, si on ne veut pas se mélanger dans toutes ces formes que nous avons vues, donc les trois formes de la gamme mineure, quand on construit les accords, effectivement, on pourrait se demander quelle forme dois-je utiliser. On a répondu déjà à cette question. C'est-à-dire que si on vous demande simplement d'écrire une gamme mineure, vous allez écrire La, pour la gamme de La mineur, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Bon, j'ai rappelé que le Fa est Bécard à cause de la seconde augmentée. Hein. Fa, Sol dièse, La, voilà. Il faudra, puisqu'on a posé une fois pour toutes que la forme de référence est la forme harmonique, il faudra donc qu'on ait bien ici le septième degré qui est haussé par rapport à ce que l'armure nous donne. Hein. Et nous avons dit tout à l'heure, ce septième degré haussé n'apparaît uniquement que dans les accords qui ont fonction de dominante, c'est-à-dire le cinquième degré et le septième degré. Vous le voyez ici par exemple, dans l'accord du troisième degré, j'ai bien un sol aussi, mais le sol sera Bécard, parce que tout simplement la note n'est pas une sensible, donc elle ne subit pas l'attraction vers la tonique, donc elle n'a pas nécessité d'être haussée. C'est pareil pour la septième, ici à l'intérieur de l'accord du premier degré. Voilà. Et ça donc pareil pour toutes les gammes. Alors vous remarquez que j'ai écrit les accords que sur certaines gammes. Je vous laisse écrire les autres. Voilà. Mais en tout cas, il faut savoir, à l'issue de cette vidéo, justement, il faudrait savoir donc écrire les accords sur tous les degrés de toutes les gammes. Alors évidemment, pour bien faire ça, il faut aussi consulter la vidéo suivante, la deuxième vidéo qui sera consacrée donc au cycle des quintes et aux questions tonales. Voilà, donc je pense que tout est dit. Donc on en reste là pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine donc qui concernera les questions tonales. Je réaffiche le plan. Merci, à bientôt.